Donc je vais vous parler de Java Lang Invoke, enfin c'était le titre initial. Euh, je vais parler de quelque chose et je vais vous faire peur. Et je vais vous faire peur sur les trucs qui tournent en prod actuellement chez vous. Donc soyez libres de partir maintenant, plutôt qu'être traumatisé pendant tout le week-end avant d'arriver lundi et regarder votre code. Sans rire. Donc juste un truc, d'accord, je vais vous montrer des choses, ça va être affreux. Euh, vous survivrez quand même, d'accord. Donc c'est ce que je vous disais, je fais partie de l'université de Marne-la-Vallée et j'enseigne dans une école d'ingénieurs qui est accolée qui s'appelle l'ESIP. On fait beaucoup de formations par apprentissage. On a besoin de taxes d'apprentissage. En ce moment, on a trop d'élèves, enfin je pense que vous le savez, qu'on a des petits problèmes avec trop d'étudiants. Donc si vous pouvez nous donner des sous, n'hésitez pas. Donc l'autre chose, alors je suis un Java champion, machin. Et actuellement, je m'occupe de deux projets qui s'appellent Amber, dont le but est basiquement de rajouter le pattern matching en Java, et un autre qui s'appelle Valhalla, dont le but est de rajouter des value types en Java, mais on va pas du tout parler de ça. On va s'intéresser aux loggers, parce que c'est un truc que je pense que vous utilisez, les loggers. C'est quelque chose qui est un poil intéressant. Techniquement, on va pas s'intéresser aux loggers qui loguent, parce que ça serait une vraie question. On va s'intéresser aux loggers dans le cas où ils loguent pas. La question c'est, quel est le coût d'un logger qui log pas? Ouais, ça fait un peu question de- d'académique. Mais qu'est-ce qui se passe si j'ai un logger, d'accord, qui ici fait un log.debug, et mon logger, je l'ai configuré pour pas qu'il affiche les trucs de debug. Combien ça me coûte? Est-ce que ça me coûte zéro? Parce que c'est ce que j'aimerais bien. D'accord? Quel est le prix d'un logger quand il log pas? Alors c'est vachement simple, on a un outil qui s'appelle JMH, qui fait des super bench, on lance JMH dessus, d'accord, et on a le résultat. A. Alors si je fais rien, ça me prend 0,2 nanosecondes, c'est pas beaucoup, hein, par opération. Alors pourquoi ça me prend du temps? Parce que JMH, il empêche que l'appel il soit inliné. Donc l'appel c'est toujours un coût, d'accord. Le coût d'un appel, si on a une méthode qui est vide, c'est 0,2. Le coût d'un appel pour une méthode qui contient juste un logger qui fait rien, dans le cas de log4j, log4j2, bah, c'est 1 nanoseconde. Donc c'est quand même, je sais pas, 3 fois plus lent. D'accord. On peut se dire, bah, c'est parce que j'ai mal écrit mon logger. En fait, si j'utilise une lambda, c'est nettement mieux. Vous savez que quand tu utilises des lambda, ils ne créent pas des trucs et ce genre de choses-là. Donc si j'écris une lambda, ça sera quand même nettement mieux. Je peux me dire aussi, bah non, c'est pas comme ça qu'il faut que j'écrive pour éviter qu'il fasse des calculs. Il faut que je l'écrive de cette façon-là. Avec mon if logger isDebug enable, logger.debug. Bah non. Les trois codes que je vous ai montrés, ils font exactement la même chose. Ils sont tous les trois aussi lents. Alors, on va être un poil émotif, hein, et on va essayer de comprendre pourquoi. D'accord? Pourquoi on a ce problème-là? Alors, comme en plus je suis gentil, en plus de vous expliquer pourquoi, je vais vous expliquer comment on va faire pour que ça change et qu'on ait plus ce problème-là. C'est-à-dire qu'on ait des loggers qui coûtent zéro. Alors, bien sûr, le but, c'est pas de changer log4j, hein, c'est de changer l'implémentation de log4j, ça sera mieux. Alors, prenons un logger simple. Alors, le truc qui est vachement bien avec les loggers, c'est qu'on peut écrire l'implémentation d'un logger sur un transparent. D'accord, c'est pour ça que ça fait partie des choses. Dès qu'on a un peu d'expérience en Java, il faut s'écrire sa propre librairie de logging. Donc bref, on a un level. D'accord, j'ai ma classe simpleLogger qui stocke le level. J'ai un isDebugEnable qui compare le level du logger avec ici le level debug. D'accord, et je fais un beau... quand j'appelle debug, bah, je fais un ifDebugEnable et puis je fais juste un println. Alors sachant que le code il n'est pas censé s'exécuter, hein, je m'en fous que ça fasse un println. Puisque moi ce qui m'intéresse c'est le coût lorsque je log pas.
Donc maintenant, on peut regarder exactement. Alors, compare to, bien sûr, c'est pas le code qui va être exécuté. Un compare to, c'est aussi lui-même un appel. Donc, on peut regarder dans mon isDebugEnable, techniquement, que fait le code. Bah, si on regarde compare to, ce qui compare, c'est les ordinales. Vous savez tous, dans un enum, on a un champ qui s'appelle ordinal. D'accord? Et on sait tous que dès qu'on a un getter, de toute façon, la machine virtuelle, plouf, elle va l'optimiser. Donc que j'ai ma méthode ordinal ou que j'accède directement au champ ordinal, ça revient à la même chose. Donc normalement, si je reprends mon logger, j'ai bien fait attention à ce que mon logger il soit dans un champ privé statique final. C'est-à-dire basiquement une constante. Donc mon logger, c'est une constante. D'accord? Mon objet logger, c'est une constante normalement. Quand je l'utilise dans un programme. Je l'utilise comme une constante. Donc techniquement, si mon champ level, d'accord, c'est une constante, parce que quand je vais créer mon logger, je vais lui dire quel est le level. Donc c'est pareil, ça va aussi être une constante. Finalement, mon level.ordinal, ça va aussi être une constante. Et de l'autre côté, mon level.debug.ordinal, ça doit aussi être une constante. J'ai une constante moins une constante, c'est une constante. Si je teste par rapport à 0, c'est une constante. D'accord? Ça va me répondre normalement faux. Si je fais un if de ce truc-là, c'est censé être enlever carrément le if, puisque je ne rentrerai jamais dedans. Malheureusement, si j'exécute avec JMH, je vois que mon simple logger, il prend du temps. Ah zut. Ah pardon. Ah. C'est quoi le problème? Est-ce que quelqu'un sait quel est le problème là? Quelle assumption j'ai fait? Enfin, en français, je ne sais plus le truc. Quelle hypothèse, merci. Quelle hypothèse j'ai fait qui s'est révélée être fausse pour la machine virtuelle? Quand j'ai dit c'est une constante, machin, et ainsi de suite. Dans mon raisonnement? Ah non, non. Il sait virer les if pour les. Tu le vois pour les assert, par exemple, où tu payes pas le coup. Ouais, mais justement, si c'est au runtime que ça devient constant, normalement, ton JIT, il est censé générer du code assembleur, et donc il va pas générer le code où il se voit qu'il n'a pas besoin de le générer. C'est ça l'astuce. C'est pas l'appel ordinal, c'est bien pire que ça. La machine virtuelle, elle fait pas confiance au champ final. Elle dit les champs finaux peuvent être changés. Alors vous pouvez vous demander, mais quel est le couillon qui a fait ça, qui a décidé ça? Qui est-ce qui a décidé que les champs finaux, finalement, ils sont finaux pour le compilateur, on voit que c'est final pour le compilateur, mais la machine virtuelle, elle ne considère pas que les champs finaux sont des constantes. Hein? Non, non. Non, parce que justement, c'est ce qu'il disait. Tu as le JIT, donc au moment où le JIT se déclenche, les trucs sont déjà initialisés, tu as déjà toutes les valeurs. C'est l'intérêt d'un JIT, c'est qu'il ne voit pas justement les états intermédiaires. Il voit que l'état quand le code tourne depuis un certain temps. Non? Alors, habituellement, il y a un truc qui fait chier les designers du langage Java, ça s'appelle la... Alors, réflexion, ça fait pas chier. Ça vous fait chier, mais ça fait pas chier. Hein? Non, la sérialisation. Quand on désérialise un objet, et qu'il y a des champs qui sont finales, en fait, il se passe un moment où les champs, on doit les réinitialiser à leur valeur. Donc globalement, on a le moment où l'objet il est créé, et après, on va stocker les valeurs dans les champs finaux. Donc ça veut dire qu'on a un moment où la machine virtuelle ne peut pas optimiser. Et comme elle n'est pas capable de détecter si elle est dans ce moment-là ou pas dans ce moment-là, elle optimise jamais. Ah. Donc maintenant, on va voir comment on va faire pour expliquer à la machine virtuelle que si, ce champ-là, c'est bien un champ que tu peux, de façon confiante, d'accord, considérer comme étant un champ final, et donc constant, et donc plus payer le coût, et donc avoir un vrai logger qui marche, au moins quand on ne l'utilise pas.
Alors, je vous rappelle un peu c'est quoi Java Lang Invoke. Donc, c'est une API qui est apparue dans la version 7 de Java, et le principe, c'est d'avoir une API de réflexion, enfin d'invocation, ça ne fait pas toute la réflexion. On ne peut pas obtenir les annotations, ce genre de trucs là, par exemple. Ça fait juste la partie, je peux faire des appels, et normalement, c'est censé être plus efficace que la réflexion. Pourquoi? Parce que l'API Java Lang Invoke, elle fait les checks de sécurité, non pas à chaque appel, mais une seule fois quand on crée les trucs. Et donc, comme on ne fait pas les checks à chaque appel, normalement, on est censé être plus rapide. L'autre chose que permet cette API, elle permet d'appeler n'importe quelle méthode sans faire le boxing. Ce qui coûte cher quand on fait une invocation de méthode avec l'API de réflexion, c'est que ça fait du boxing. Et là, justement, on a une API qui permet de ne pas faire de boxing. Après, cette API-là, elle a été introduite initialement dans le langage pour qu'on puisse implémenter d'autres langages que Java sur la machine virtuelle Java. Donc c'est une API qui est plus riche. On ne fait pas que l'invocation de méthode, mais on peut voir les champs comme étant des invocations de méthode. Enfin, l'accès à un champ. Le get d'un champ, on peut le voir comme un accès à une méthode. D'accord, le set d'un champ et ainsi de suite. Techniquement, on a une API qui est assez riche pour faire ce genre de truc-là. On peut même aller jusqu'à créer des boucles avec cette API-là. D'accord? Donc on va lui dire, s'il te plaît, crée-moi une boucle, et quand je t'appelle, tu fais une boucle. Donc cette API-là, elle est utilisée par exemple quand on crée des lambdas. Enfin, quand vous créez des lambdas, en interne, la création des lambdas utilise cette API-là, donc à partir de la version 8. Ou pour la concaténation de chaînes de caractères, je ne sais pas si vous avez remarqué, en 9. Non, parce que vous ne regardez pas le bytecode, ou maintenant parce que vous n'utilisez pas 9. Je ne veux pas savoir. La concaténation de chaînes de caractères en 9 va plus vite, parce qu'elle utilise aussi cette API-là. Donc on va commencer par un petit hello world. Alors comment ça marche cette API? La première chose qu'on voit, on a un method handles.lookup. C'est quoi cet objet lookup? Ça va correspondre, il va vous renvoyer un objet qui contient votre classe. Parce que toutes les histoires de sécurité en Java, c'est d'un code par rapport à une certaine classe. Donc cet objet-là, il encapsule votre classe, et c'est sur cet objet-là qu'on va lui dire « essaye de me trouver telle méthode ». Alors find virtual, c'est « essaye de me trouver une méthode normale, les méthodes d'instance ». D'accord? Et donc il va regarder dans le lookup quelle est la classe, et est-ce qu'elle a le droit de voir. Donc ici, je cherche dans printstream la méthode println, et method type, ça dit quoi? C'est un truc qui renvoie un void et qui prend une string en paramètre. Basiquement, c'est println. D'accord. Donc ça me crée mon méthode handle. Mon méthode handle, ça ressemble à une sorte de pointeur de fonction glorifié. C'est un pointeur de fonction comme en C, sauf qu'il n'est pas typé, si vous regardez. C'est toujours un méthode handle. Quel que soit le type du truc, c'est un méthode handle. D'accord. Le type, il est connu à runtime. Et donc après, on peut utiliser une méthode qui s'appelle invokeExact, qui permet d'appeler en fait la méthode qu'on a créée. Puis on lui donne tous les paramètres dont on a besoin. Et l'intérêt de la méthode invokeExact, c'est qu'elle est magique, elle ne fera pas le boxing. D'accord? C'est une grosse magie, ça ne fait pas le boxing. Donc on va aller un poil plus loin que ça. On peut faire de l'application partielle. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'application partielle. C'est un gros mot pour juste dire si j'ai une fonction qui prend deux arguments, si je dis mon deuxième argument il vaut toujours ça, ça me revient à créer une fonction qui a un seul argument. D'accord, c'est pas très compliqué. Donc si ici j'ai ma méthode println, techniquement, ma méthode println, si je la vois comme une fonction, c'est une fonction à deux arguments. Mon printstream et ma string. Si je fais un bind_to, je lui dis en fait mon premier argument, mon printstream, ça sera toujours system.r. Donc il me renvoie un nouveau méthode handle. Vous voyez, bind_to, il renvoie un nouveau méthode handle. Et c'est juste une fonction qui maintenant prend un seul argument, puisque je lui ai dit que l'autre, c'était system.r. Donc si je fais un mh.invokeExact de hello Java Lang Invoke, ça marche. D'accord? L'intérêt, c'est quoi? C'est que pour le JIT, le truc que je mets dans bind_to, ça sera une constante. Il le considérera comme une constante. D'accord? Et c'est même pire que ça, je lui dis bind_to, ça peut te prendre beaucoup de temps, mais je veux être sûr que tu le considéreras comme une constante. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, le code que j'ai écrit, il est stupide, parce que je paye très cher pour faire un bind_to pour juste l'invoquer derrière.
D'accord? En termes de performance, hein, c'est stupide. L'autre chose qu'on peut faire, qui est un truc un petit peu bizarre, il s'appelle drop arguments. Alors c'est quoi drop arguments? Bah, je peux lui dire, je te rajoute des paramètres, mais en fait je m'en fous. On va en avoir besoin. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc ici, qu'est-ce que je suis en train de lui dire? Bah, si je reprends, j'ai ma fonction qui prend plus qu'un seul argument, là. Après mon bind_to, j'ai une fonction qui prend une string, d'accord, et qui renvoie void. Et je suis en train de lui dire, bah, je veux l'avoir comme une fonction qui prend un level d'abord et une string après, et qui va dropper mon argument level. Donc si je regarde après mon drop argument, je reçois un nouveau méthode handle qui a 2 arguments. D'accord. Je vais lui envoyer un level et une string. Il va virer le level. Puis après, il va faire l'opération du bind_to, donc il va rajouter système R, et puis il va afficher. D'accord? C'est ça l'idée. J'ai besoin du drop argument, c'est pour ça. Sinon, on ne voit pas trop à quoi ça sert là. Et maintenant, j'ai besoin d'une autre opération, parce que je suis en train d'essayer de réécrire un logger. Un logger, si je veux, il faut que je sois capable d'appeler système.machin.r. D'accord? Et la dernière chose que j'ai besoin pour faire un logger, c'est juste faire un if. Parce que je dois tester est-ce que le level il est bon ou pas. D'accord? Donc pour ça, j'ai un autre appel qui s'appelle guard_with_test. Et celui-là, il fait mal à la tête. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, pour savoir ce que fait un méthode handle, il faut lire le code à l'envers du truc. Comme on les construit comme en fonctionnel en mettant les trucs les uns derrière les autres, quand on va les exécuter, ils vont s'exécuter dans l'ordre inverse dans lequel on les construit. D'accord? Donc si je regarde, si je pars de ma fin, notez que quand ça ne tient pas sur les transparents, je peux utiliser var. C'est vachement génial var pour tenir sur les slides. D'accord? Donc c'est des méthodes handle, hein, tous les trucs. Si je commence de ma fin, j'ai un guard_with_test. Alors guard_with_test c'est quoi? C'est un if qui dit je prends 3 méthodes handle. Mon premier méthode handle va me renvoyer un booléen. Si ce booléen est vrai, j'appelle le deuxième méthode handle. Si le booléen est faux, j'appelle le troisième méthode handle. D'accord? L'autre condition que j'ai, c'est les 2 méthodes handle que je passe, les 2 et 3, d'accord? Dans le cas où c'est vrai, dans le cas où c'est faux, ils doivent avoir la même signature. Ils doivent avoir les mêmes appels. Donc c'est là où j'ai besoin de mon drop argument. Parce que je vais devoir créer les trucs pour qu'ils aient exactement la même signature. D'accord? Donc là, si on regarde, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de dire, j'exécute un certain test. Alors c'est quoi mon test? Bah, pour le créer, j'ai fait un find statique de la méthode isDebug que je vous ai mis tout en haut là. D'accord? C'est celle qui teste le level. A noter aussi que j'ai fait quelque chose de bien particulier pour tester le level. Je ne fais pas un inférieur. Je dis, est-ce que c'est le level debug ou est-ce que c'est le level trace? Est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi on fait ça? En faisant des égal avec des ou par rapport à faire un inférieur. Ouais, c'est ça, c'est plus ou moins ça. C'est en fait, je vais faire en sorte que mon level il soit constant. Et si mon level c'est une constante, bah, le JIT il peut regarder est-ce que c'est l'un ou est-ce que c'est l'autre rapidement, et donc que le résultat soit aussi une constante. D'accord? Donc là, ce que je suis en train de faire dans mon guard_with_test, qui est un if, je suis en train de dire, j'exécute le test, et j'espère bien que mon test, en fait, il va se réduire à une constante. C'est ça l'astuce. Dans un cas, j'exécute mon méthode handle que j'avais créé avant, celui qui fera mon println, mon MH, et dans l'autre cas, j'exécute empty, qui, comme son nom l'indique, fait rien. Oui, on a quand même un méthode handle qui fait rien. Et si vous regardez, il a été introduit qu'à partir de la version 9 de l'API. Dans la 7, on n'avait même pas de méthode handle qui faisait rien. Alors, on va arrêter le code parce que ça va commencer à devenir compliqué. Je vous l'ai fait avec des petites boîtes. Mais c'est exactement la même idée. L'idée, c'est que j'ai ma configuration. Je suis en train d'écrire un logger, hein, mais avec des boîtes. Je prends ma configuration. J'envoie le level de ma configuration à isDebug. Et je l'envoie avec un bind. Vous vous souvenez de bind? Ça envoie et ça considère le truc comme une constante. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon test, une fois qu'il sera JIT, il sera considéré comme une constante.
Et donc ça veut dire que mon garde, il sait si c'est un vrai ou un faux, et donc il sait s'il doit exécuter target ou s'il doit exécuter fallback. S'il exécute target, bah, il log. Si j'exécute fallback, bah, il fait empty, c'est-à-dire il fait strictement rien. Et comme je suis en train d'utiliser l'API des méthodes handle et que l'API des méthodes handle elle est pote avec le JIT, d'accord? L'idée c'est qu'en fait tout ce truc que je suis en train de construire, dans le cas où effectivement isDebug renvoie false, c'est censé rien faire. D'accord? Il me manque un dernier détail, parce que ce truc-là, ça crée un méthode handle. Donc il me reste à appeler le méthode handle pour mon logger. D'accord? Donc j'ai plus ou moins le code suivant. J'ai mon interface logger qui a une méthode debug. Que fait ma méthode debug? Bah, elle appelle log avec la constante debug. D'accord? Hein, c'est comme ça que ça marche habituellement. Donc je vous ai fait une interface avec des default méthodes. On peut faire des classes abstraites, mais ça tient moins sur les slides. Que fait mon getLogger? Bah, il prend la configuration. Vous voyez la méthode getLogging méthode handle là? C'est tout le code que je vous ai écrit avant. Le truc qui va créer le guard with test machin avec le truc. D'accord? Donc je vais obtenir un méthode handle et qu'est-ce que je fais? Bah, je dis crée-moi une classe anonyme qui va appeler mon méthode handle avec un invoke exact. Et là je vous montre quelque chose que je ne vous avais pas montré, c'est que comme invoke exact ça peut appeler n'importe quelle méthode, ça peut aussi appeler des méthodes checkées. Donc je suis obligé de faire un catch n'importe quoi. C'est Java et c'est des méthodes checkées. Alors c'est pas grave parce que je me suis écrit une super routine qui s'appelle risrow et qui renvoie l'exception et qui fait croire au compilateur que c'est pas checké. C'est pas grave cette partie-là. D'accord? Faut savoir aussi quelque chose, tant que vous lancez pas une exception, vous payez pas pour une exception. En Java, enfin avec les JIT. Si le code est JIT, c'est pas forcément vrai avec l'interpréteur, mais c'est vrai avec le JIT. D'accord? Bah, je peux tester ce logger-là avec JMH. Et... Ah non. Ah. C'est même bien pire. Est-ce que quelqu'un voit quel est mon bug ici? J'ai une classe anonyme qui est créée à chaque fois. Ah non, parce que je fais getLogger une seule fois normalement. C'est une méthode statique. Je le fais qu'une seule fois et après j'appelle toujours debug. J'ai pas remis ce code là. Donc non, elle est créée qu'une seule fois, moi. Mon truc, c'est pas ça. Je vous l'ai mis en rouge. Ici, ma classe anonyme, elle capture ma variable locale MH. Et à votre avis, quand on capture une variable locale dans une classe anonyme, elle la met où? Ah oui, dans un champ final. Et la machine virtuelle ne fait toujours pas confiance au champ final. Ça n'a pas changé. Donc là, ça commence à m'énerver un petit peu, quoi. Donc le plus simple dans ce cas-là, c'est bien sûr d'aller regarder les sources de la VM. Je veux dire, le truc il est open source, ça fait quand même plus de 10 ans qu'il est open source, on peut quand même aller regarder dedans. D'accord? Alors je vous ai mis le lien, je mens pas, vous pouvez cliquer, c'est vraiment le code source de la VM. Il y a plus de commentaires que ce que je vous montre. D'accord? Donc ça, c'est la méthode qui est appelée pour savoir est-ce que je dois faire confiance, d'accord, à un champ ou pas. Notez tout en bas, là, on a return trust final. Ça, c'est le flag. En fait, si vous mettez grand X, 2 points, plus trust final non static field, d'accord, ça marche pour tous les champs statiques. Donc la sérialisation marche plus du tout, mais j'aurai les perfs que je veux. Alors, bien sûr, maintenant que je sais dans quel cas les trucs sont trustés, bah, je peux essayer de regarder. L'idée, c'est d'essayer de tomber dans un cas qui marche. Donc, si je regarde, il y a un truc qui est assez marrant. Si c'est un truc qui fait partie de Java Lang System, alors je renvoie toujours false. C'est-à-dire, dès que j'accède à un des champs de Java Lang System, ça ne marche pas. C'est ce qui fait que system in et system out, ils ne sont jamais considérés comme des vraies constantes. Je ne sais pas si vous savez qu'on a des méthodes set
out. D'accord? Donc la première condition, elle ne m'intéresse pas tellement. Si je regarde la deuxième condition, ça dit basiquement, si tu es dans le package Javalang Invoke ou dans le package Sun Invoke, alors les champs final marchent correctement. Enfin, avec ma définition de correctement. D'accord? Alors bien sûr, je pourrais mettre mon logger dans Javalang Invoke, mais c'est pas terrible. D'accord? Autre chose, si on est une classe anonyme pour la machine virtuelle. Ah oui, parce qu'il y a des classes anonymes pour le langage et on a des classes anonymes pour la machine virtuelle. Alors anonyme pour la machine virtuelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'a pas de nom dans le class loader. Elle n'est pas stockée dans un class loader. Ça, c'est vachement bien. Pourquoi pas? D'accord. Je continue. Si c'est un champ final d'une classe boxée, Javalang integer, Javalang grand double, et ce genre de choses-là, c'est toujours considéré comme des constantes. C'est pareil, je vais avoir du mal à me mettre dans Javalang et à faire croire que je suis une boîte. Et dernièrement, si je suis Javalang string, alors les champs c'est pareil. D'accord, ils sont automatiquement. Bon, bah bref, le seul que je peux jouer, avec lequel je peux jouer, c'est isAnonymous. D'accord? Alors il y a un truc que vous ne savez pas et que moi je sais. Si je reprends mon implémentation de logger, j'ai créé une classe anonyme, mais j'ai fait vachement attention à ce que mon interface elle ait qu'une seule méthode abstraite. Et donc, au lieu de l'implémenter avec une classe anonyme, je peux faire un coup de refactor avec mon IDE et l'implémenter sous forme de lambda. Et si je l'implémente sous forme de lambda, ça marche. Oh, fuck! Ah, pardon. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand une lambda est créée, on ne veut pas que la lambda elle dépende du class loader de la classe qui l'a créée. On veut juste que la lambda elle puisse être, enfin la classe du proxy de la lambda puisse être réclamée dès que la lambda meurt. Et donc en fait, les classes qui sont utilisées pour les proxys des lambda sont des classes qui sont anonymes pour la machine virtuelle. Et donc en fait, je tombe dans mon cas holder flash isAnonymous. Ah ah. Donc tout est bon. Il suffit juste que j'implémente mon logger comme ça. Bah en fait, pas complètement. Alors je vais vous montrer autre chose. De bien pire. Lequel de ces deux codes est le plus rapide? Alors je vous rappelle qu'on est en PHP, on est en Java, on n'est pas en PHP, pardon. J'ai la seule différence entre les deux codes, pour ceux qui ont du mal, c'est ma boucle for qui est écrite une fois avec un for 2 points et une fois avec un for int i. D'accord, on est dans un vrai langage. Hein. On est avec un JIT, donc on est d'accord que c'est basiquement le même code. On exécute? J'exécute sur les slides, c'est trop fort. Donc log4j juste avec la somme, 1,6 log4j avec un for each, 1. Alors c'est pire que ça en fait. Je ne vous l'ai pas mis ici, mais si je commente les loggers de log4j, ça va à la même vitesse. Ah ouais, sinon c'est pas drôle. Donc ça veut dire que mon logger, en plus d'être lent quand il fait rien, finalement en fait il trouble le code qui est derrière lui. D'accord? Alors là, il faut aller voir l'implémentation d'un logger pour comprendre. Donc comme on utilise log4j, hein, voilà l'implémentation de log4j. Alors j'ai viré tout ce qui servait à rien. La méthode qui m'intéresse, c'est celle du bas, isDebugEnabled. D'accord, cette méthode-là. Dans quel cas elle renvoie vrai, dans quel cas elle renvoie faux. Donc comment ça marche? Il fait un config.filter de machin, donc il va chercher le champ config. D'accord. Et si on regarde la méthode filter, il fait tout un tas de trucs là.
Vous voyez qu'il va chercher tout un tas de champs. Donc c'est pour ça qu'il prend du temps en fait, c'est parce qu'il va lire des champs. Lire des champs, ça prend un certain temps. D'accord? En fait, il me fait même pire que ça, si vous regardez. Mais c'est pas le truc qui m'intéresse. Le truc qui m'intéresse, c'est le gros truc qui est marqué en rouge gras. Volatile. Volatile. Ça fait quoi, volatile? Bon, on le voit, ça détruit les perfs. Volatile, c'est le seul truc en Java qui a un effet un petit peu bizarre. Notez que là, ce que je vais faire, c'est une lecture d'un champ volatile. En fait, j'ai le même problème avec les écritures, en pire, mais juste une lecture, c'est suffisant. Qu'est-ce qui se passe quand je fais une lecture volatile? Je lui dis, c'est ce que dit la spec de Java, hein, je n'ai pas inventé. Quand on lit un champ volatile, alors tous les prochains champs qu'on va relire, on doit les relire à partir de la RAM. Donc, la lecture d'un champ volatile trouble tout le code qu'on écrit derrière, jusqu'à temps qu'on ait tout rechargé dans des registres. Et donc, je peux expliquer mon code maintenant ici. Qu'est-ce qui se passe dans mon premier exemple? En fait, quand je fais ma méthode debug, il va lire le champ volatile, après il remonte dans la boucle, et il faut qu'il recharge mon tableau. Donc ça veut dire que pour le JIT, à chaque tour de boucle, mon tableau peut changer. Alors pourquoi ça marche avec le for each? Parce qu'il stocke le tableau dans une variable locale. Et comme il stocke le tableau dans une variable locale, si on regarde le bytecode généré, là je n'ai pas besoin de la recharger, c'est déjà dans la variable locale. Donc le JIT se rend compte que le tableau ne bouge pas. Et donc il peut optimiser. C'est ça la différence de perf qu'on a. Notez que si j'ai pas le volatile, le JIT se rend compte, et comme il n'a pas besoin de recharger le tableau, c'est toujours le même tableau, donc il va pouvoir faire l'optimisation. C'est ce qui fait que quand on commente le code, les deux codes vont à la même vitesse. D'accord? Un volatile, c'est une saloperie. Notez que volatile, c'est aussi ce qui coûte le moins cher en termes de concurrence. La primitive la moins chère. D'accord? Alors pourquoi on a ce champ volatile? Je veux dire, bien sûr, les gens qui ont implémenté Log4j, ils ne sont pas idiots. S'ils ont mis un champ volatile, c'est qu'il y a une raison. Pourquoi on a un champ volatile? Ouais, c'est pour changer à chaud la config. D'accord? Si on ne met pas le champ volatile, ça veut dire que si je change la config dans une thread, l'autre thread, elle ne voit pas le changement et elle en a rien à foutre. C'est un peu con. D'accord? Donc effectivement, on est plus ou moins coincé à cause de ce truc-là, sauf si bien sûr on connaît Java Lang Invoke. Parce que si on connaît Java Lang Invoke, d'accord, il y a mon bébé, il y a un truc qui s'appelle switch point. Alors c'est quoi un switch point? C'est un truc qui se comporte comme un champ volatile sans payer le coût du champ volatile. Ça marche de cette façon-là. Quand on crée un switch point, on va faire un peu comme un if. On va dire dans le cas où le switch point, d'accord, pensez que c'est une variable qui est à faux, et je vais pouvoir lui dire tu passes à vrai. D'accord? Comme on lui dit tu passes à vrai, on lui dit invalidate. Et dans ce cas-là, il passe à vrai. Quand je vais créer un switch point, dessus, je peux créer une sorte de garde comme le garde with test, un if, où je peux lui dire quoi faire dans le cas où le switch point est vrai et quoi faire dans le cas où le switch point est faux. Mais au lieu... Alors, donc l'idée, c'est celle-là. Je vais créer un switch point. D'accord. Quand ma configuration change, je change le switch point. Et donc l'idée, c'est quand je change le switch point, je me rends compte que la configuration a changé et donc il va falloir que je recharge la configuration. D'accord? Donc, si je regarde, j'ai ça. Ouais, c'est pour ça que je le fais avec des boîtes en code, c'est moins drôle. Alors, si vous voyez le truc intérieur, c'est le truc qu'on avait déjà, hein, le guard avec le test et ainsi de suite. Ce que j'ai rajouté devant, c'est un autre guard qui est créé à partir du switch point. Alors, c'est quoi l'idée? Quand j'ai ma configuration qui change, ça va changer l'état du switch point, et au lieu d'exécuter la target, il va exécuter la fallback. Et que fait le fallback? Vous voyez le truc qui part en bas là?
il fait un reset, et en fait, il change lui-même. Le CS qui est devant, c'est un objet qu'on appelle le call site, qui contient un méthode handle. C'est une sorte de boîte qui contient un méthode handle, et qui permet de changer ce truc-là. Et en fait, il y a un truc qui est génial avec les JIT, parce que ce code-là, quand il est JIT, en fait, bah, il ne contient pas du tout les premières boîtes. Il ne va pas tester le champ volatile ou ce genre de choses-là. Il va faire un truc bien pire. Il va JITer le code, et si je change le switch point, eh ben, il va bazarder le code et retomber dans l'interpréteur. Or, bien sûr, changer la configuration, ça va me coûter une blinde, puisque je suis en train de lui dire, tu désoptimises tout le code. Enfin, pardon, tout le code où il y a des loggers. Alors, exactement tout le code où il y a le logger pour lequel la configuration a changé. D'accord ? Mais ça veut dire que par défaut, je ne paye pas le coût de mon volatile. D'accord ? Qui est exactement ce que je veux. Donc bien sûr, comme les gens ne croient pas qu'on peut le faire, parce que j'ai essayé de parler au monsieur de Log4j, j'ai créé une classe qui s'appelle Beautiful Logger. Comment marche Beautiful Logger ? Exactement, je viens de vous l'expliquer. D'accord. C'est quelque chose qui, de façon programmée, permet de configurer ou reconfigurer, d'accord, un logger. Alors bien sûr, je me suis un peu amusé avec, c'est le problème quand on est un universitaire, on a du temps. Donc il y a 3 niveaux de configuration en fonction. En fait, j'ai 3 switch points les uns derrière les autres. Donc je peux changer la configuration pour tout un module ou pour tout un package et ce genre de choses-là. Je me suis aussi amusé à faire en sorte que le code il marche avec la version 9 et la version 8, ce qui n'est pas si facile que ça. L'autre chose, c'est que vous pouvez plugger derrière tout ce que vous voulez, SLF4j, Log4j, Java Util. C'est quoi Java Util Logging? Et même System.logger, qui est la nouvelle API. L'intérêt de System.logger, si vous utilisez Java 9, c'est que vous aurez sur un même système de log et les logs de la VM et les logs de l'application. Ce qui aide vachement en fait. Et lorsque j'utilise mon Beautiful Logger, oh magie! Je suis même un poil plus rapide, mais ça c'est les trucs des tests. Hein. C'est pas vraiment plus rapide. En fait, pour checker, pour être sûr, j'ai regardé le code assembleur. C'est vraiment, ça génère rien. D'accord. J'ai exactement la même chose. Donc on est capable d'écrire un vrai logger qui bouffe rien. C'est pas comme le logger de Google qui est sorti juste hier, qu'ils ont décidé de mettre open source, où il y a marqué qu'il coûte rien et en fait c'est faux. Regardez l'implémentation. J'ai pas eu le temps de faire les tests JMH pour vous dire, mais ça marche pas. Bah, c'est vachement simple. Si vous regardez leur implémentation, ils commencent par lire des champs, donc c'est mort, c'est fini, même s'il est final. Alors vous pouvez me dire, ouais, mais c'est Log4j qui est mal implémenté. Moi, j'utilise Logback, j'en ai rien à foutre. Voilà les tests quand on utilise Log4j, Logback ou Java Util Logging. Oh, bizarrement, ils se ressemblent énormément. Mais pourquoi diantre, ils se ressemblent énormément? Bah, les regarder dans le code, c'est le même. D'accord. Ils ont exactement les mêmes genres de lecture de champ. Notez quelque chose, Java Util Logging est plus rapide. On s'en fout, personne ne l'utilise. Mais techniquement, il est plus rapide. Pourquoi? Parce que comme personne l'utilise, le code n'a pas bougé. Et donc, il ne fait pas beaucoup de choses. Si vous vous souvenez du code de Log4j, ils essayent de tester une sorte de conf à chaque fois. Donc, ils rajoutent un accès à un champ. À chaque fois, c'est ça qui fait basiquement la différence. C'est juste que le logger fait trop de choses dans le fastpass. Alors, il y a exactement les mêmes tests dans le cas de mes boucles for each. Comme ça, on voit bien tout ce qu'ils utilisent un volatile. C'est ma façon de tester les volatiles. D'accord, c'est exactement la même implémentation avec exactement la même bug. Alors attention, hein, ici je vous parle de l'implémentation dans le cas où ils sont désactivés. Après, en termes de perf, quand on fait vraiment des logs, ils changent. Mais ce n'est pas mon problème. D'accord.
On est tous contents. On est tous heureux. Alors, moi, hein, puisque j'ai quand même réussi à résoudre mon problème. Je vous ai bien pourri tous la vie. Techniquement, j'ai créé un projet qui s'appelle Exotic, qui réutilise le même genre de techno. Le code est open source, hein, c'est sur GitHub. Le même genre de techno, non pas pour faire un logger, mais pour faire d'autres choses. Alors pourquoi? En fait, techniquement, un des boulots que je fais, c'est d'implémenter des langages dynamiques. Donc c'est des patterns que j'avais besoin dans les langages dynamiques. Puis comme j'ai trouvé maintenant une façon de les exprimer en Java, je le mets disponible pour tout le monde. D'accord. Donc on a par exemple une classe qui s'appelle mostly constant. C'est une classe où le JIT considérera que c'est une constante tant que vous ne la changez pas. Si vous la changez, il va trasher le code et puis ça sera une nouvelle constante. D'accord. Stable field, ça c'est marrant, c'est un champ, tant qu'il est nul, il n'est pas considéré comme une constante dès qu'il prend une autre valeur. Alors nul ou 0, parce qu'il y a des versions avec les types primitifs, mais c'est cette même idée-là. D'accord. Donc ça permet d'implémenter les trucs quand on a la sérialisation, justement, où les trucs ils sont nuls par défaut jusqu'à temps qu'on mette une valeur dedans. On a le constant memoizer. Alors c'est quoi le constant memoizer? On lui donne une fonction, puis à chaque fois qu'on appelle le constant memoizer, il va chercher dans une table de hachage. Si c'est dans la table de hachage, il le renvoie comme une constante. Si c'est pas dans la table de hachage, il appelle la fonction et le stocke dans la table de hachage. D'accord. C'est un mécanisme tout bête de table de hachage, il n'y a pas de truc LRU ou de conneries comme ça stocke tout dans la table de hachage et ça reste. D'accord. Peut-être qu'il faudrait faire une vraie implémentation. Et le structural call, qui est un truc un peu marrant, qui est... on peut faire des appels. Vous savez, par exemple, je peux avoir une collection ou une string qui ont tous les deux la méthode isEmpty, mais j'ai pas une interface entre les deux, et je veux absolument appeler isEmpty. Mon exemple est pourri. D'accord. Structural call, c'est quelque chose qui va vous permettre de faire ce genre de choses-là. C'est quelque chose qui ne va pas vous demander d'avoir une interface entre deux trucs pour pouvoir les appeler. Et bien sûr, les codes sont optimisés. Alors j'ai aussi un exemple de visiteur, mais je ne le mets pas en règle générale parce que je n'ai pas fini de l'optimiser. Voilà, vous savez tout. J'espère que ça va vous donner envie d'utiliser Java Lang Invoke. J'espère que ça va vous donner envie d'aller regarder la doc de Java Lang Invoke. D'accord. Je veux dire, c'est des classes qui existent. J'ai utilisé que du Java. D'accord. Tout est open source. Il n'y a pas de magie. Il me reste 2 minutes pour les questions. Oh, une petite. Je vous ai assommé? Oui, pardon. Ouais. C'est quoi le coût? Oh, alors les Anglais, ils ont un mot qui doit s'appeler shitstorm. Je sais pas exactement quelle est la traduction en français. Euh, je parle poliment en français. Oui, voilà. Donc c'est si tu l'appelles plein de fois. Donc un des trucs qui manque au logger que moi j'ai écrit, c'est quelque chose qui détecte si tu l'appelles trop souvent. Il vaudrait mieux faire un appel volatile. D'accord. Donc un truc qui regarde quelle est la fréquence des appels et si tu appelles trop souvent, switcher pour une implémentation qui utilise un champ volatile. Euh, alors, c'est pas si gênant que ça parce que la plupart du temps, quand tu as ton logger, d'accord, ton logger il est lié à une classe. Donc si tu enable le logger que d'une classe, c'est pas, voilà, c'est ça. Mais effectivement, si tu dis ouh tous les loggers de mon module changent, il trash tout le code. Alors, faut penser à quelque chose. Trasher le code, c'est quelque chose que fait fréquemment la machine virtuelle. C'est pas non plus quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de faire. D'accord. Je veux dire, virer un code parce qu'elle a fait des assumptions en disant ce truc-là, il est jamais nul. Ah bah si, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment. Donc c'est pas un truc où c'est pas optimisé ou ce genre de choses-là. Non, c'est un des trucs que fait habituellement la machine virtuelle. C'est comme si tu redémarrais ton appli sans la redémarrer, ouais. Oui. Ouais, tu peux me dire tu, vas-y. Ouais. Ouais.
Non, alors c'est un truc que j'ai pas expliqué, parce que c'est un peu plus compliqué à expliquer, mais en fait, Beautiful Logger, tu as un coût de 0. Suppose que tu utilises Beautiful Logger et Log4j derrière, tu auras le coût uniquement de Log4j. Et tu auras même les stack traces où tu vois pas le Beautiful Logger aussi. Ça, c'est compliqué à expliquer. Mais c'est dans le code, hein, c'est open source. On va arrêter là, puis si vous avez des questions, vous venez me voir.